Bonjour, je suis très honoré d'avoir un président éthiopien parce que c'est probablement un des pays que j'ai préféré visiter dans ma vie. Bien, bienvenue. Économie laitière locale versus économie mondiale. Alors j'ai structuré mon propos en 4 points, évidemment très rapides. D'abord un premier point sur la volatilité des prix dans le secteur du lait et la très forte hétérogénéité des niveaux de prix quand on est capable de les mesurer en temps réel partout. Le deuxième point, c'est la consommation de produits laitiers dans le monde. J'irai assez rapidement, peut-être avez-vous déjà eu quelques éléments là-dessus. J'irai ensuite sur les aspects de la production et pour finir sur les aspects des échanges en faisant sortir quelques éléments forts de la relation de la France aux autres pays sur la question des échanges, ce qui peut peut-être apporter des éléments d'analyse par rapport à des propos qui ont été tenus hier ou avant-hier sur les allers-retours qu'on peut avoir entre le commerce et le développement. Alors, sur la question de la volatilité des prix, j'avais une photo, le prix du lait toujours bas. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas vraiment le cas quand même. Le prix du lait à l'international n'a jamais été quasiment aussi élevé qu'aujourd'hui. Pour autant, il faut être extrêmement prudent. Le graphique que vous avez sous les yeux présente sur les 15 dernières années l'évolution du cours international des produits laitiers. On apprend 2-3 choses. La première chose, c'est que la volatilité des prix s'est clairement accentuée. La deuxième, c'est que quand la volatilité s'exprime sur un des produits laitiers, il y a de bonnes chances de la retrouver aussi sur d'autres produits laitiers. Donc les différents types de produits laitiers ont une courbe d'évolution qui peuvent être assez partagées. Et puis le troisième message, c'est qu'il est bien difficile de continuer la courbe. Et dans tous les organismes internationaux où on parle de perspective des prix des produits laitiers, on a tendance, donc les travaux de la FAO ou de l'OCDE, on a tendance à tracer des lignes un peu droites. C'est-à-dire qu'on a le sentiment que les prix internationaux de produits laitiers sont sous pression et pourraient continuer à être à la hausse, mais on se doit d'être extrêmement prudent parce que la volatilité est rarement renseignée, en tout cas pas au mois le mois, dans ces analyses de long terme. Donc on a une ambiguïté entre l'espoir qu'on a dans une économie laitière où les prix seraient croissants et la volatilité qui peut être, elle, extrêmement perturbatrice des modèles laitiers et singulièrement de certains qui sont très utilisateurs d'intrants. Alors si on essaye de voir dans la littérature, j'essaie de faire quels sont les facteurs d'influence, quels sont les facteurs qui jouent sur cette volatilité des prix. On apprend une chose, c'est qu'il n'y a pas véritablement de consensus entre les économistes sur la pondération des facteurs qui interfèrent dans la volatilité des prix. Nous savons citer les critères, citer les indicateurs, mais finalement il y a peu de publications qui essayent d'aller jusqu'à hiérarchiser ces facteurs entre eux, et surtout sur des périodes de temps définies. Donc il est évident que quand on parle de cette volatilité, ou de cette même augmentation des prix des produits laitiers, il y a en première ligne de mire la demande mondiale qui est en croissance régulière. C'est-à-dire que la volatilité, elle est beaucoup plus aujourd'hui influencée par la dynamique de l'offre que par la dynamique de la demande, puisque la demande, elle est finalement assez peu surprenante. Elle est assez croissante d'une manière régulière et tonique. La deuxième chose, c'est la sensibilité de l'offre aux aléas climatiques. Il y a énormément d'exemples qui peuvent être cités, et puis tous les ans on peut changer, pour dire que faire du lait, ça exige souvent de l'eau et ça exige des fourrages, et ça rend donc cette production volatile en termes d'offres. Et il y a des pays pour lesquels nous avions parié plus que ce que nous avons aujourd'hui, c'est par exemple l'Australie. Dans les années 90-2000, l'Australie représentait 10-12% du marché mondial, et on a observé finalement que c'était difficile de maintenir ce rythme-là pour des raisons purement climatiques. Mais on a aussi beaucoup d'interrogations posées aujourd'hui sur la question de la production laitière, par exemple en Californie, où la ressource hydrique est quelque chose de très important, alors que les États-Unis sont actuellement en pleine période d'expansion de leur commerce international. Il y a un troisième facteur qui joue dans la volatilité de manière très évidente, c'est que les exportations mondiales, elles sont extrêmement concentrées, elles sont le fait de 3-4 zones, donc j'y reviendrai. Donc cette forte concentration du commerce mondial fait que dès qu'il y a un petit problème dans l'une ou l'autre des zones en termes de production, immédiatement vous avez un effet positif sur les prix. Donc on se réjouit parfois quand c'est la Nouvelle-Zélande par exemple qui produit un peu moins, on a des effets de levier immédiats puisque la concentration des exports et l'importance des échanges dans la fixation des prix internationaux fait que cette forte concentration ne peut pas être diluée en cas de problème.
Le quatrième facteur souvent évoqué quand on parle de volatilité ou des prix, c'est la financiarisation, la spéculation. Alors là, il y a quand même dans la littérature une grande opposition, une grande segmentation entre production animale et végétale, puisque les circuits qui permettent la spéculation sont quand même de nature très différente dans les productions animales et dans les productions végétales. J'en veux pour preuve, par exemple, la différence de tonicité des marchés à terme. Et puis le dernier facteur qui joue beaucoup dans la volatilité des prix à long terme et dans sa montée en puissance, c'est évidemment l'augmentation du prix du pétrole et l'augmentation du prix des intrants, qui oblige, même si ce n'est pas toujours bien fait, qui oblige finalement à reporter vers l'aval l'augmentation des coûts de production. Le deuxième message sur le lait, c'est que finalement ça arrange bien l'Europe, puisque finalement, il y a une quinzaine d'années, les Européens, nous avions des prix, et là ce sont les prix payés à la ferme, hein, c'est les prix payés pour les agriculteurs. Donc vous avez trois courbes, les États-Unis, la Nouvelle-Zélande, et puis j'ai pris l'Italie, qui est un pays parmi d'autres de l'Union européenne, et qui nous montre que finalement, la différence de prix payé aux producteurs est en train de se réduire entre les grands concurrents qui œuvrent sur le marché mondial. Donc finalement, la distance que l'Europe avait sur le prix du lait, elle est moins forte aujourd'hui qu'avant. Ça veut dire que le facteur, la compétitivité par les prix, aujourd'hui, elle se joue dans un contexte différent du passé, ce qui renvoie naturellement à des questions que beaucoup connaissent ici. C'est la différenciation hors prix, c'est-à-dire les types de produits et les technologies que nous employons ont d'autant plus de sens que le coût de la matière première, finalement, devient moins distant. Alors, un prix du lait, ça veut finalement pas dire grand-chose quand on regarde les choses de près. En fait, entre tous les pays de l'Europe, pourtant nous avons une organisation commune des marchés uniques, nous avons une politique agricole commune, nous avons un niveau de vie assez comparable dans beaucoup de pays, à l'exception peut-être des pays de l'Est. Donc on pourrait s'attendre à ce que le prix du lait payé aux producteurs soit assez identique d'un pays à l'autre. Il n'en est rien, il n'en a jamais été de la sorte. Vous avez des pays européens qui payent bien le lait, donc j'en veux pour preuve l'Italie, qui est souvent citée du fait de ses fromages, mais aussi les Pays-Bas. Et ça, c'est un point très important pour un économiste, c'est qu'on peut être dans un pays où il y a une concentration des industriels forte, puisqu'il y a une entreprise qui collecte une grande partie du lait et qui le transforme. On peut être dans un pays où il y a une forte pression d'une seule entreprise, en ayant des prix meilleurs payés aux producteurs, que dans un pays, par exemple comme la France, où il y a plusieurs opérateurs industriels et où le prix du lait est moins bien payé qu'aux Pays-Bas. Ça veut dire que c'est très compliqué. Il y a à la fois un mélange de qualité de produit, de circuit de commercialisation et d'opérateurs. Alors évidemment, les choses sont encore plus compliquées que ça. Parce que si vous prenez chaque pays européen, et notamment les pays diversifiés comme la France, l'Italie, eh bien il n'y a pas un prix homogène payé aux producteurs. C'est absolument faux et on le sait bien. Il y a des prix qui varient pratiquement, pas loin, pratiquement de 1 à 2 entre, je dirais, les mieux payés du territoire national, et c'est souvent les spécialités fromagères avec appellation d'origine protégée, et puis ceux qui livrent en lait standard. Donc il y a une hétérogénéité très forte, territoriale du paiement du lait, mais il y a aussi une hétérogénéité dans un même territoire entre les exploitations. Donc quels sont les facteurs qui jouent? La quantité de lait livré, la saisonnalité de la collecte, le mode de valorisation du lait, et de plus en plus, ce qui va jouer en Europe, c'est la performance de l'entreprise. Puisque toutes les entreprises n'ont pas les mêmes performances sur les marchés, donc n'ont pas la capacité à générer toute la même valeur. Et donc il y a une hétérogénéité du prix qui peut s'exprimer au travers de la performance des entreprises. Donc nous n'avons pas de prix unique, et pourtant nous avons une pratique de la politique publique en Europe qui date déjà de 50 ans. Nous n'y sommes pas parvenus, et je pense que nous n'y parviendrons jamais. Nous aurons donc une hétérogénéité des prix, et cette hétérogénéité des prix, elle est extrêmement importante dans ma tête parce qu'elle impacte les modèles productifs. Aujourd'hui, l'exigence, par exemple, de productivité du travail dans les exploitations laitières de régions où le prix est faible, je prends par exemple Poitou-Charentes, est beaucoup plus élevée que dans une autre région française, Franche-Comté, où on fait des fromages AOC. Donc l'exigence, l'effet de retour sur la dynamique des systèmes productifs, elle est aujourd'hui évidente. J'en arrive à mon deuxième point, la consommation, avec des photos qui montrent qu'il n'y a pas que les Français et les Européens à se passionner pour ce magnifique produit qu'est le lait, mais ça vous en avez déjà largement débattu. La consommation de produits laitiers dans le monde, finalement,
Ça avance vite, mais les choses sont quand même... il faut du temps. On est à 109 kg par habitant et par an sur la planète. Du moins, on pense qu'on est à 109. Parce que j'imagine, et j'ai lu un certain nombre de papiers, j'imagine que d'autres intervenants ont souligné combien les statistiques, tant de la FAO que d'ailleurs, pouvaient parfois être fragiles. Les économistes, on adore les bases de données pures et parfaites. On fait souvent comme si elles étaient pures et parfaites. La vérité, c'est qu'il faut qu'on apprenne à grandir, il faut qu'on accepte l'idée qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, et notamment dans l'économie domestique, et tous les travaux du CIRAD sur ces questions sont naturellement les bienvenus pour nous montrer combien la question de la consommation, de la production, encore faut-il avoir les outils statistiques capables de les mesurer. 109 kilos, avec une variabilité extraordinaire entre les pays. Vous êtes dans le pays du monde, un des pays du monde, un des 3 pays du monde, où le niveau de consommation est le plus fort, et j'y reviendrai un tout petit peu après. Nous avons aussi une extraordinaire mosaïque, hétérogénéité des formes de consommation du lait, ce qui renvoie aussi assez largement sur les modèles productifs. C'est-à-dire qu'il y a toujours des allers-retours entre la consommation et la production via les types de produits consommés. Alors, les Australiens, les Britanniques sont à plus de 100 kg de lait liquide par habitant, les Chinois sont à 15, en Amérique du Sud on est à 24, les Français, dont le niveau de consommation de lait liquide est en profond recul depuis plusieurs années, puisqu'on préfère le jus d'orange le matin, je ne sais pas si vous avez testé, nous sommes à 54 litres. Pour ce qui est du beurre, là on n'a pas de leçon à recevoir, on est en pole position. On est tellement en pole position, de peur de l'oublier, que songez, le seul produit pour lequel la France est aujourd'hui déficitaire dans sa gamme extraordinaire de produits laitiers, c'est le beurre. La France est déficitaire en beurre, parce que c'est vrai qu'on se lève la nuit pour en manger un peu, et il y a sur cette question-là une hétérogénéité majeure. Alors j'en arrive au fromage, la France est également le premier consommateur de fromage avec une consommation de 26 kg. Et ce qui est très intéressant pour l'économie, c'est de bien comprendre que les Chinois aujourd'hui n'en consomment pas. Ils sont comme les autres, ils ont Pizza Hut, ils ont beaucoup de firmes internationales qui essayent de leur vendre des produits de ce type-là, et notamment du fromage non AOC. Mais la vérité, c'est qu'on est au tout début d'une ère dont on ne maîtrise pas vraiment l'issue, c'est le faible niveau de consommation. Ce qui est absolument clair par contre pour l'économie, c'est la croissance évidente de la consommation de produits laitiers dans le monde. Nous serions, j'utilise le conditionnel, vu les précautions statistiques, aux alentours de 15 milliards de litres de lait d'augmentation de la consommation par an. 15 milliards de litres de lait, c'est quand même 4 fois le Danemark. Hein. Certains imaginent qu'il y a des grands pays laitiers qui vont contribuer. Non, c'est rien du tout le Danemark. C'est un trimestre de la croissance de la consommation laitière dans le monde, donc il faut être pondéré. Cette augmentation de la consommation de produits laitiers, elle tient bien sûr à l'essor démographique, qui s'opère aussi aujourd'hui avec puissance en Afrique et en Asie, à l'accroissement des revenus dans les pays émergents. Regardez l'évolution de la consommation au Brésil depuis 5 ans, à l'occidentalisation, même si c'est très discuté techniquement, des régimes alimentaires, à l'élargissement des moyens de réfrigération dans un contexte où les populations s'urbanisent. Je vous rappelle qu'il y avait 15% de la population asiatique en 1950 qui vivait en ville, et qu'en 2050, il y aura 60% de la population asiatique qui vivra en ville, et qu'évidemment, le respect de la chaîne de froid dans les grandes mégalopoles sururbanisées est plus facile à réaliser que ce qu'est le cas dans les campagnes. L'augmentation de la consommation de produits laitiers ne fait aucun doute. Elle est assez généralisée sur la planète, sauf dans les pays comme la France, mais pas uniquement, dans les pays où les niveaux de consommation sont déjà extraordinairement élevés. La France est à 3 fois la moyenne mondiale. Je passe les détails, vous l'aurez sur le site internet, j'imagine. Mais quand même, les Chinois, dont on m'avait appris, moi je ne suis pas technologue du lait, mais moi je me rappelle de mon prof de CE1 qui m'avait dit les Chinois ils ne digèrent pas le lait. Et j'ai attendu de passer mes 40 ans pour contester ce propos scientifique de départ. En gros, les Chinois sont à 37 kg quand même, c'est-à-dire 10 fois moins que les Français. Mais ils ont gagné, ce qui est tout à fait important, même si on peut avoir des difficultés de mesure, ils auraient gagné à peu près 10 kg en l'espace d'une décennie, ça veut dire 1 kg par an, fois 1,4 milliard d'habitants, ça fait 14 millions de tonnes à peu près, c'est quand même tout à fait colossal. J'en arrive à ma production en ayant bien considéré le fait que la production résulte de modèles productifs absolument diversifiés, où la question d'ailleurs de l'agriculture familiale versus agriculture industrielle est posée.
L'essentiel du lait, c'est du lait de vache, mais ça vous a été dit. N'oublions pas toutes les formes alternatives de production laitière qui existent sur la planète. Ce qui est absolument évident, c'est qu'aujourd'hui, la croissance de la production laitière s'opère dans les pays en développement. Si vous regardez de manière assez simple les perspectives FAO, OCDE sur la période 2000-2022, on s'attend à une croissance de la production laitière mondiale, ce qui est quand même pas rien, de l'ordre de 320 millions de tonnes, 320 milliards de litres, c'est 2 fois l'Europe laitière d'aujourd'hui. En l'espace de 20 ans, c'est quand même tout à fait colossal. Et cette croissance s'opère de manière extrêmement hétérogène suivant naturellement les pays du monde, avec une augmentation, une puissance de frappe très forte des pays en développement, d'où peut-être l'intérêt de toutes les réflexions, puisque le pays en développement réalisait 40% du lait en 2000 et vont monter à 55% du lait en 2020, avec une croissance de 260 milliards de litres contre 70 milliards de litres dans les pays dits développés. Je vous ai mis un graphique complémentaire qui permet de préciser le diagnostic en fonction des pays. Ce qui est tout à fait spectaculaire, je crois qu'il y a un Indien qui va s'exprimer, tout à fait spectaculaire, c'est naturellement la croissance de la production laitière en Inde, croissance également aux États-Unis, dans des conditions de mobilisation des intrants qui peut poser problème à long terme, croissance également dans des pays majeurs pour le lait, le Pakistan, croissance aussi, vous allez dire, il ne faut pas l'oublier, en Nouvelle-Zélande, mais qui finalement reste un tout petit offreur de lait. On en parle tant parce qu'il est important, et je vais y venir, dans le commerce international, mais il ne faut absolument pas attendre grand-chose de la Nouvelle-Zélande à très long terme dans sa capacité à fournir la demande laitière à l'échelle internationale. Il y a un point qui est aussi important, c'est que la croissance de la production laitière entraîne une augmentation du cheptel de vaches laitières dans les pays en développement, alors que c'est l'inverse dans les pays développés. Et c'est intéressant, c'est-à-dire que la croissance de la production laitière attendue dans les pays développés, elle est inférieure à l'élévation du rendement laitier par vache, et donc à tous les aspects technologiques parfois, qu'il peut y avoir pour derrière. Et évidemment, la question du rendement, pour les passionnés de zootechnique, du rendement laitier par vache est au cœur de beaucoup de problématiques, parce qu'aujourd'hui, l'hétérogénéité est majeure. Nous sommes évidemment pas loin des 10 000 aux États-Unis et au Canada, comparé à des niveaux qui sont proches de 2000 en Inde, par exemple, un peu moins. Et évidemment, de l'évolution de la productivité par vache dépendra la capacité productive globale. C'est-à-dire que le pari qui est fondé dans la croissance ici attendue de la production laitière en Inde dépend pas uniquement des agriculteurs, dépendra aussi beaucoup de l'aspect purement zootechnique. Alors j'avance, une petite cartographie laitière qu'on vient d'actualiser, qui est le nombre de vaches laitières au kilomètre carré dans 1300 zones européennes. On est en train de faire un article sur la spécialisation territoriale des territoires. Ce que je voudrais dire, notamment à nos amis étrangers, c'est que du lait, vous en avez vu beaucoup en Bretagne, c'est normal, mais il faut qu'on ait la vérité de vous dire qu'au sud de l'Europe, on a beaucoup de difficultés à maintenir l'activité laitière. L'Italie est un pays déficitaire, l'Espagne est un pays déficitaire, le Royaume-Uni est un pays déficitaire. Nous avons en Europe beaucoup de pays déficitaires, et c'est d'ailleurs tout l'intérêt de cette zone où vous êtes aujourd'hui, c'est que nous sommes entourés de 3 pays déficitaires, plus avec l'opportunité potentielle de marcher à l'export. Donc nous avons une hétérogénéité forte de la concentration laitière dans les territoires, et il y a un message très simple, c'est que si on regarde depuis 10 ans, les territoires où il y a une augmentation du lait sont des territoires qui sont déjà fortement spécialisés et souvent intensifs, ce qui évidemment est de nature à poser des problèmes environnementaux qui font l'objet aussi d'autres travaux. Alors la collecte laitière aujourd'hui s'accélère aux Pays-Bas, au Danemark, en Pologne, en Allemagne, en Irlande, et plus modestement en France. Il n'y a pas d'homogénéité en Europe entre les pays européens dans la croissance récente de la production laitière. Nous sommes dans une phase d'accélération de cette production dans les territoires spécialisés. Je vais vous commenter une seule carte, c'est la carte française ici. Vous avez la variation de la production laitière sur les 6 dernières années. Alors même qu'en France, nous avions des quotas laitiers, eh bien nous n'avons pas réussi finalement à figer la cartographie laitière. Il y a eu des mouvements. Ces mouvements sont les suivants. On a eu une baisse de la production laitière dans tout le sud de la France, où la densité est faible et où les coûts de production, notamment alimentaires, sont élevés. Et nous avons une redensification, une augmentation des volumes laitiers, par exemple de 10% en Bretagne, de 11% en Basse-Normandie, sur 6 ans, ce qui n'est pas rien,
Et ce qui témoigne qu'avant même la suppression des quotas laitiers, nous sommes déjà dans un redéploiement de l'activité laitière dans tous les territoires. Alors j'ai pris un exemple, je pourrais prendre tous les 27 pays, on pourra en discuter. C'est également le cas par exemple en Allemagne, où le lait a quitté la Bavière pour monter dans le Schleswig-Holstein. C'est une affaire importante. Alors je ne vais pas le commenter trop pour respecter le temps, simplement on a fait une analyse comparative, on a des outils statistiques sur les exploitations laitières en Europe, et un outil statistique qui s'appelle le réseau d'information comptable agricole, qui nous permet d'accéder à plus de 15 000 exploitations laitières représentatives de la diversité des exploitations laitières en Europe. Et j'ai fait un travail sur les 30 bassins ou pays laitiers les plus importants d'Europe, et on va simplement le faire visuellement. Tout ça pour vous dire qu'il n'y a absolument pas un modèle productif laitier en Europe, que nous avons une extraordinaire diversité de modèles productifs, et que cette diversité risque de continuer à un moment. Là, vous avez une illustration, c'est le nombre de vaches laitières par exploitation. 144 au Danemark, une vingtaine dans les pays d'Europe du Sud, une trentaine. Donc on a des différences très fortes. Le cheptel moyen en France est en vert ici, 54 vaches laitières. Donc on a des différentiels très forts de productivité du travail. Nous avons aussi des rapports au foncier extraordinairement différents, donc des modèles productifs différents. L'intensification laitière en France est faible par rapport aux autres pays européens. Nous avons en Bretagne tendance à dire que c'est une zone intensive de production laitière en France. Si on se compare à l'échelle européenne, il y a des zones comme la Lombardie, pour nos amis italiens, ou l'Espagne, où les niveaux de densité animale à l'hectare de surface fourragère sont beaucoup plus conséquents. Le dernier exemple, c'est la dépendance aux aliments achetés. Le modèle alimentaire, la façon de nourrir nos vaches laitières sur le territoire européen est totalement différent. Suivant que vous êtes en Espagne, où ça représente 42% du chiffre d'affaires, ou que vous êtes dans d'autres territoires, et vous êtes ici en Bretagne, une des régions européennes qui bénéficie d'un avantage concurrentiel énorme au travers d'un coût alimentaire dans le chiffre d'affaires de l'exploitation laitière parmi les plus faibles de l'ensemble de l'Europe. J'en arrive à ce pas de sénateur, à ma quatrième partie, qui a trait aux échanges de produits laitiers, et je n'ai pas résisté à vous mettre cette photographie de l'usine Fonterra, qui est située en Nouvelle-Zélande et qui, à elle seule, si vous voulez, cristallise une grande partie du développement des marchés laitiers. Alors il est bien entendu dans ma tête d'économiste que la question des échanges ne peut pas être ignorée, et que c'est une affaire importante, et où les données statistiques sont assez sérieuses, puisque ce sont les données statistiques des douanes, et comme vous savez, les douaniers sont assez sérieux. Donc nous accédons à toutes ces données. Il faut savoir que dans un labo comme je suis à Nantes, on a les données des douanes de tous les pays européens, avec tous les pays du monde, pour une vingtaine de produits laitiers. Donc on est capable de porter des diagnostics assez fins sur la réalité du rapport de la France au commerce international dans cette spéculation laitière, mais aussi dans d'autres secteurs. Et donc je vais essayer de partager avec vous juste quelques points. D'abord, c'est vrai que le commerce international des produits laitiers, il est croissant. Il est croissant en fromage, croissant en poudre de lait, et cette croissance profite à deux zones aujourd'hui. La Nouvelle-Zélande, qui fait 28% du commerce mondial, et l'Europe, qui fait 27%. Les Américains, qui n'étaient pas présents dans le commerce mondial, ils prennent goût, et ils sont montés aujourd'hui à 12%, donc il faut regarder. Et ils ont pris un peu le relais de l'Australie, qui est plutôt, elle, en recul. Donc on a une très forte concentration des exportateurs mondiaux de produits laitiers. Et cette concentration, elle est liée à des taux d'auto-approvisionnement en lait très contrastés. En Océanie, on produit 3 fois plus de lait qu'on en a besoin. En Europe, on a 8% d'excédent. Donc ça veut dire que le commerce représente à peu près 8 à 10% de la production laitière européenne. Et puis vous avez un ensemble de zones comme l'Amérique centrale, l'Afrique ou l'Asie, où le taux d'auto-approvisionnement est inférieur à 100, c'est-à-dire qu'il y a deux solutions. Soit on développe la production, et ils essayent de le faire, notamment en Asie, soit on dynamise les importations. Et je voudrais vous en parler un peu, en ayant bien pris le soin de vous dire que les exportations représentent une part extrêmement minime de la production. Et là, j'ai pris un exemple, le fromage, qu'on aime tant. On en garde pour nous du fromage, parce qu'on produit 9 millions de tonnes et on n'en exporte que 700 000. Il y a peu de zones du monde où on exporte beaucoup de fromage au prorata de la production domestique, à l'exclusion de la Nouvelle-Zélande, qui exporte d'une manière générale 95% de ses produits laitiers. Donc le commerce en produits laitiers, c'est 8% de la production globale, c'est faible, mais force est de constater que cette faiblesse des échanges
a un effet de levier assez important, peut-être certains diront perturbateur, de l'économie laitière mondiale. La même chose pour les poudres de lait, mais c'est différent, parce que sur les poudres de lait, vous avez plus, si vous voulez, d'échanges. En fait, la poudre de lait a aussi été inventée un peu pour faire de l'échange. On ne fait pas de la poudre de lait que pour le marché domestique, naturellement. Donc la poudre de lait, ça représente la moitié, par exemple, de la production européenne. Ça veut dire qu'il y a aussi de la poudre de lait utilisée chez nous, de manière évidente. Alors, je vais zoomer sur un seul pays, la France, pour vous dire comment, et c'est un exemple parmi d'autres, pour vous dire comment la France est interpellée par le global, donc du local au global. Aujourd'hui, vous avez sous les yeux l'évolution des exportations françaises de produits laitiers. Nous sommes aujourd'hui à peu près 6,5 milliards d'euros d'exportation, quand nous étions aux alentours de 4 milliards en 2002, donc nous avons amélioré la copie, de à peu près 2,5 milliards d'exportations supplémentaires, et cette amélioration tient essentiellement à la possibilité qu'a eu la France d'exporter des produits laitiers sur les marchés non européens, les fameux marchés tiers. C'est parce que nous avons développé nos exportations sur marché tiers d'abord que nous avons tiré, vous le verrez, notre dynamique. Vous avez ici, je vais aller vite, les exportations françaises de produits laitiers, donc différents types de produits, ce qu'on exporte vers les pays européens, bleu, et ce qu'on exporte vers les pays tiers. Alors, si vous regardez sur les fromages, on exporte pour 2 milliards d'euros de fromage chaque année vers l'Europe, et on exporte pour 850 millions d'euros de fromage vers les pays tiers. Donc si vous prenez tous les produits, il y a peu de produits pour lesquels les exportations sur pays tiers sont aujourd'hui supérieures aux exportations sur les marchés européens. Il y en a un qui sort vraiment du lot, et on y reviendra, c'est le lait infantile, où évidemment on n'exporte quasiment rien vers l'Europe et où toute l'exportation est concentrée sur les pays tiers. Ce graphique vous rappelle aussi l'importance du fromage dans les exportations françaises. J'ai essayé de hiérarchiser nos clients. Donc là, j'ai pris les 30 clients de la France et j'ai mis en rouge ceux qui n'étaient pas européens. Eh bien, le premier client non européen de la France aujourd'hui en valeur, pas en tonnage, en valeur, c'est la Chine qui est à 350 millions d'euros d'importation. Et puis ensuite, le deuxième client, c'est l'Algérie et les États-Unis. J'avance, si vous regardez, et c'est sans doute quelque chose que vous avez, ou sur lequel il y a eu des témoignages, le rapport entre l'Europe et l'Afrique dans les échanges de produits laitiers. Je vous ai mis ici un graphique des exportations de la France vers l'Afrique. Aujourd'hui, l'Afrique, ça représente à peu près 500 millions d'euros sur les 6 milliards d'euros que j'évoquais. Donc les exportations vers le continent africain, c'est 10% des exportations de la France. Si on compare à la situation du marché céréalier, c'est tout à fait différent. On a beaucoup plus d'exportations en céréales naturellement et sur les pays d'Afrique du Nord. Ce que nous exportons vers l'Afrique en valeur, c'est d'abord du lait infantile et c'est ensuite de la poudre de lait écrémé qui, évidemment, a fait parfois l'objet de débats controversés sur les implications négatives que ça pouvait avoir dans le développement des économies locales. Je vous ai mis sous les yeux l'exportation de la France vers la Chine de manière spécifique. Nous sommes en profonde accélération de nos exportations. Et comme vous le savez, les Chinois s'intéressent aussi à nos modèles productifs qui viennent chez nous. Et nous exportons deux types de produits, le lait infantile et la poudre de lactosérum. Au niveau des importations, la France importe rien en dehors de l'Europe, c'est la partie rouge. Tous les produits laitiers que nous importons sont issus de marchés européens et on peut les hiérarchiser. Le premier fournisseur de la France, ce sont les Pays-Bas. Certains vont dire qu'ils achètent des produits ailleurs pour les vendre chez nous. Ça, c'est vieux comme le monde, les Pays-Bas étant des traders dans l'âme. Le deuxième fournisseur, c'est l'Allemagne, la Belgique, l'Italie, l'Espagne, l'Irlande, le Royaume-Uni. Vous voyez combien de pays il faut attendre avant de voir un pays non européen exporter vers la France. Et c'est naturellement la Suisse qui nous exporte quelques petits fromages sympathiques, notre plateau de 400 fromages étant largement insuffisant à notre appétit. Alors, la balance commerciale, et j'ai bien noté le temps, la balance commerciale. C'est extrêmement important de voir la partie rouge. La partie rouge, c'est le commerce extérieur, la balance, la différence entre les exports et les imports en produits laitiers de la France. En fait, si nous améliorons notre balance commerciale en produits laitiers, c'est de manière exclusivement centrée sur les pays non européens. C'est la compétitivité extra-communautaire qui permet aujourd'hui à la France de dynamiser sa balance commerciale.
La balance commerciale avec les pays européens est quant à elle relativement équilibrée. Président, j'arrive à ma conclusion en vous disant quelques idées, mais vraiment très simples. La première, c'est, en tant qu'économiste, je pense que le problème, c'est pas la demande. Voilà. Le problème, c'est pas la demande, en fait. La demande, il y en a. Et il y en aura de la demande. Le problème devient plus l'offre. Et l'offre est sous tension. Et l'augmentation récente des prix internationaux nous rappelle que l'offre laitière est sous tension. Elle est sous tension pour une raison simple, c'est que c'est difficile de faire du lait sans eau, sans fourrage, et pour ce qui est des pays industrialisés, le problème est évident aujourd'hui, sans hommes. Ça existe aussi en pays de développement, mais dans les pays riches, c'est encore plus sûr. La deuxième chose, c'est que dans ce monde où l'offre elle est un petit peu challengée par la demande, la plupart des pays qui peuvent se permettre d'avoir des politiques publiques et d'avoir de l'argent pour financer leur agriculture, ce qui n'est pas le cas généralisé dans le monde naturellement, s'interrogent sur le bon formatage des outils de la politique publique. L'Europe a choisi de supprimer les quotas laitiers, de rentrer dans une ère de plus grande libéralisation du secteur, et les Américains, par la rénovation récente de leur Farm Bill, attribuent une part importante de leur soutien à des aides à la consommation qui sont beaucoup plus puissantes que celles que nous pratiquons chez nous. Comment transférer l'augmentation des coûts de production? Il est évident que pour stimuler la production laitière dans tout un ensemble de pays, il faut que nous soyons capables, alors que ce n'est pas simple, de reporter aux consommateurs les augmentations de coûts de production que le secteur laitier subit. Et nous avons, dans tout un ensemble de pays du monde, une grande difficulté à le faire. Le marché global est porteur, la hausse de la consommation est là, mais il y a des questions posées sur deux points, quelque part. Le premier point, c'est que la consommation de demain implique l'innovation d'aujourd'hui. C'est que les produits laitiers seront d'autant plus appréciés, consommés, qu'ils seront adaptés à leur marché, qu'on aura trouvé des produits laitiers qui stimulent le niveau de consommation. Et donc je crois que ce mouvement positif ne peut être entretenu, ne peut être accompagné que si on a de l'innovation technologique et de produits. Et la deuxième chose, c'est qu'évidemment, une augmentation aussi soutenue de la consommation, notamment en Chine et dans les pays asiatiques, renvoie à la capacité d'exportation d'un certain nombre de pays. J'ai le sentiment que l'Europe, qui a peu dynamisé sa production laitière depuis 10 ans, sera une des zones du monde en capacité de déployer plus de produits à destination de l'Asie dans les années à venir, même si aujourd'hui la concurrence avec la Nouvelle-Zélande est très difficile et bien sûr nous la perdons sur les poudres grasses. Dernier point, je pense qu'il y a des modèles laitiers, que la diversité des modèles laitiers c'est une richesse, y compris dans un territoire comme la France. L'enjeu n'est absolument pas de trouver un modèle laitier qui serait gagnant. L'enjeu est de tenir compte de la diversité territoriale, de la diversité aussi des formes d'agriculture, pour proposer des modèles laitiers qui soient compétitifs dans leur créneau, puisqu'il y a des créneaux de valorisation du lait. Et le deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, je pense que c'est posé dans beaucoup de pays en développement, hein, bien sûr, mais c'est surtout posé dans les pays industrialisés. Nous sommes peut-être au début, ce qui n'est peut-être pas souhaitable, nous sommes peut-être au début d'une forme de désengagement de l'agriculture familiale dans les systèmes productifs. Et toute la question du financement, de l'investissement et des transmissions d'outils qui est si prégnante aujourd'hui dans beaucoup de territoires, y compris en France, est au cœur de la dynamique future des systèmes productifs que nous voulons mettre en œuvre. Je vous remercie.